Bon réveil avec nous sur LCI. Si vous nous rejoignez, il est 8h30 exactement. C'est l'heure de l'invité de cette matinale d'information. J'ai cité le professeur Robert Cohen, qui est pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil. Monsieur Cohen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Alors écoutez, toute la journée sur LCI et dans la presse en général, on voit les bandeaux et les titres. L'hôpital à genoux, l'hôpital au bord de la rupture, les patients n'en peuvent plus, on est au bord de la saturation, il faut déprogrammer, etc. Quelle est la situation réelle, par exemple, dans votre hôpital à vous, à Créteil? Est-ce qu'effectivement, vous êtes en train d'être asphyxié par Omicron? C'est pas qu'Omicron qui asphyxie l'hôpital, hein. Il faut bien comprendre que cette année, contrairement à l'année dernière, sont arrivés les autres virus respiratoires qui ne jouaient pratiquement aucun rôle l'année dernière, comme le virus de la bronchiolite, comme le virus de la grippe, qui montent très rapidement. Il y a toutes les autres pathologies qui surviennent en même temps que la vague Omicron. Et pour l'instant, c'est pas Omicron qui envahit l'hôpital, mais on craint qu'il envahisse vu les courbes abruptes qu'on observe. Donc c'est toute cette ambiance-là. Après maintenant 20 mois de pandémie, nous sommes à 20 mois de pandémie, après des fermetures de lits pour des démissions de personnel, et avec la crainte d'un nombre d'arrêts de travail assez important du fait de la fréquence d'Omicron. Il est probable que beaucoup d'entre nous, malgré la vaccination qui va nous protéger des formes graves, soient atteints et probablement obligés de s'arrêter de quelque Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que même si on est vacciné 3 fois, etc., ça n'empêche pas d'attraper ce virus et de le communiquer. Simplement, ça protège contre les formes graves. Et ça diminue le risque de l'attraper, mais ça ne le supprime pas, loin de le supprimer. Mais les formes graves, 90%, c'est bien. Monsieur Cohen, vous venez d'évoquer le problème des soignants, alors qui certes peuvent être malades, qui certes sont épuisés parce que ça fait 18 mois qu'ils courent comme des fous. Est-ce qu'effectivement, là, surtout à cause de ce virus-là, vous risquez de vous retrouver avec des services entiers où il manque les 2/3 du personnel, très prochainement? C'est un des risques avec Omicron, et c'est le conseil scientifique avait attiré l'attention sur ce risque-là, presque encore plus que sur le nombre de formes graves qui risquent d'habiter à l'hôpital. Voilà, on voit bien que il y a une dissociation entre le nombre de cas et le nombre de formes graves, dissociation qui est peut-être liée au virus, mais qui est surtout liée au fait qu'aujourd'hui, on est à 90% vaccinés pour les adultes, plus que 90%, et un certain nombre d'entre nous ont fait la maladie. Donc, ils sont plus à même de faire des formes moins graves de la maladie, mais néanmoins, si un personnel est touché, il va être probablement en arrêt de travail, même si on va raccourcir ça au minimum. Alors justement, à propos du délai, si on se révèle positif, il faut s'isoler. Pour le moment, c'est 10 jours. C'est relativement long. Les Américains viennent de passer à 5 jours. Hier même, à votre place, il y a 2 de vos collègues médecins qui disaient « Écoutez, pour que ce soit efficace, il faut quand même à minima 7 jours ». Qu'est-ce que, selon vous, va être annoncé vendredi? Vendredi, on va avoir... ils vont réduire, sans doute, mais à combien? Entre 5 et 7 jours, disent. Entre 5 et 7? Entre 5 et 7, parce que... Mais il faut que ce soit efficace. Ah oui, mais ça l'est. C'est-à-dire que on n'a pas une courbe avec, d'un côté, 7 jours, je ne suis pas contagieux, et 5 jours, je suis. C'est une pente qui diminue progressivement, et c'est non pas une prise de risque, mais c'est un choix qui doit être fait en fonction de, justement, le fonctionnement des hôpitaux et de tous les services. Pour ne pas sortir du circuit trop de monde. Pour ne pas sortir du circuit trop de monde, avec un risque qui est quand même relativement limité, entre 5 et 7 jours. Ça ne tombe pas du jour au lendemain. Ce virus-là donne des symptômes et est contagieux beaucoup plus tôt, avant 4-5 jours. Maintenant, on est à 2 jours. Après infection. Après l'infection. On a Au bout de 48 heures, on a les symptômes. Voilà. Mais il semble qu'en particulier chez les vaccinés, très rapidement, la charge virale diminue, la charge virale diminuant, donc vous risquez moins de le contaminer aux autres. Donc il vous semble que si on réduit à 5 jours, ce n'est pas une prise de risque en matière de santé publique majeure? Non, vous savez, c'est comme la distance qu'on respecte entre nous. Vous savez bien qu'en France, on a dit 1 mètre. Oui, d'autres disent 2. 1,5 mètre, tout ça, c'est... Pifomètre. Non, c'est pas du pifomètre, c'est une réduction progressive du risque, et à quel niveau on accepte le risque. Parce que vous vous rendez bien compte, dans une pandémie comme ça, le risque zéro n'a jamais existé. D'accord. Il n'existe pas ni autour de ce plateau, ni nulle part ailleurs. Monsieur Cohen, tout votre raisonnement tient sur Omicron.
Mais pour le moment, il y a aussi Delta. Donc, quand on se passe un coton dans le nez avec un autotest et qu'on se révèle positif, on ne sait pas si c'est Omicron ou Delta. C'est vrai, Et mais donc, si on s'arrête 5 jours, mais que c'est Delta, on reste quand même très contagieux au-delà des 5 jours. avec Delta, on était contagieux plus longtemps, mais progressivement, la situation Delta va diminuer assez rapidement, hein, et on va tomber dans une situation qui va être favorable. En plus, quand vous êtes bien vacciné, le risque d'avoir un Delta est largement réduit par rapport à l'Omicron aujourd'hui. Le Delta, surtout quand vous avez reçu votre dose de rappel, le risque devient très faible, alors que celui de l'Omicron, tout en étant diminué, est beaucoup plus important. Donc, cette croisement entre Omicron et Delta va être très rapide. Quand on regarde les courbes dans les autres pays, le croisement a été extrêmement rapide. Et ça, c'est vrai aussi quand on est passé de la souche originale au variant alpha. Il a mis 3 semaines, 1 mois avant de devenir prédominant. Entre l'alpha et delta, on a eu ça. Et avec l'Omicron, du fait de sa très rapide contagiosité, encore plus de son importance, eh ben, le délai va être assez bref. Bon, donc très clairement, vous nous parlez de ces divers variants. On est au début d'Omicron, il y aura une fin d'Omicron, on ne sait pas quand, peut-être courant 2022, et après il y en aura un autre, Alors, à tous les coups. J'ai pas de doute qu'il y ait d'autres variants. Mais est-ce qu'ils vont être plus pathogènes, moins pathogènes? Vous savez, cette vague d'Omicron va relancer l'immunité de beaucoup d'entre nous. Hein. Oui. Je veux dire que malgré la vaccination, un certain nombre d'entre nous vont attraper ce virus avec une forme mineure, ça relance l'immunité et ça augmente progressivement l'immunité de la population. Le scénario catastrophe d'un variant qui serait aussi transmissible que l'Omicron et qui serait dangereux est toujours un scénario possible. C'est pas le plus probable. C'est pas le plus probable. Enfin, une parole d'espoir. Mon Dieu, c'est quand même pas rien. Parlons des enfants, si vous le voulez bien, parce que quand même, vous êtes pédiatre. Vous comprenez la position du gouvernement qui dit, écoutez, objectivement, il n'y a pas de raison de repousser la rentrée des classes. Donc, ils vont retourner à l'école à partir de lundi, si tant est que leurs enseignants ne soient pas positifs et donc absents, etc. Et en plus, il faudra qu'ils soient testés, les enfants. 2 tests négatifs. C'est raisonnable ? C'est logique. Oui, c'est raisonnable parce que la vague Omicron ne va pas durer pendant une semaine ou 15 jours. Quand on parle de fermeture scolaire, c'est facile. On dit on rallonge les vacances scolaires d'une semaine. Mais qu'est-ce que c'est qu'une semaine sur la vague? C'est reculer, à notre sens, pour mieux sauter. On ne va pas fermer les écoles de façon durable. On a vu toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Terrible. Donc, en 2020, terrible. On a un risque avéré, c'est-à-dire les conséquences de la non-scolarisation qui accroît en plus les inégalités sociales, et on a un risque potentiel, un risque avéré contre un risque potentiel, qui est beaucoup de cas. Alors moi, je ne suis pas frappé par le nombre de cas qui va se produire de tests positifs. Ça veut dire que le virus circule bien, il ne faut pas arrêter de faire des tests, loin de là, mais l'index essentiel, c'est les hospitalisations. Et c'est ça qui doit être Elle n'explose pas, les hospitalisations. Elle monte, pas. Hein. Ça grimpe doucement. On a une courbe Omicron qui est comme ça, et on a une courbe d'hospitalisation qui a une pente complètement différente. Oui. Et donc, ça va être pareil chez l'enfant. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de cas chez l'enfant, j'ai aucun doute, puisque le virus circule, il y en a chez l'adulte, etc. Mais tant que les hospitalisations restent à un niveau bas, il ne faut pas prendre de mesures trop importantes. Je vous rappelle que nos hôpitaux sont pleins de bronchiolite, de grippe A, je parle des hôpitaux pédiatriques, d'autres pathologies respiratoires, et franchement, les hospitalisations pour Omicron restent encore extraordinairement faibles par rapport... Hospitalisation d'enfants. De jeunes. Bien sûr. Je parle que d'enfants. Si un enfant se révèle positif dans une classe, je ne sais plus parce qu'on commence à s'y perdre vu que c'est un feuilleton à rallonge, à une époque on fermait la classe, hop, terminé, et puis voilà. Il faut refaire ça aussi ? Non, je ne pense pas qu'il faut refaire ça. Il faut augmenter la politique de test. C'est-à-dire que si un enfant qui est positif, il faut tester tous les enfants, non seulement une fois, parce que un test négatif vous dit que probablement vous n'êtes pas contagieux ce jour-là, mais vous donne pas la situation dans 2 jours. Donc, répéter les tests pour augmenter le niveau de certitude est probablement l'avenir. On a maintenant des autotests chez l'enfant qui sont absolument
peu douloureux, pour ne pas dire pas douloureux du tout, Non, pas désagréable. c'est pas du tout pénible. Voilà. Donc, on a des autotests. Donc, vous avez vu que le coût des autotests est extrêmement modéré. Hein, et on arrive à des autotests qui sont autour de 2 euros. Donc, Prix de revient, mais pas vendu 2 euros. non, pas encore vendu 2 euros. Vous connaissez la polémique avec les grandes surfaces. Bien Ils sûr. disent, nous, on peut les vendre à 2 euros. Voilà. Mais- Vous comprenez que le gouvernement ne veuille pas le vendre en grande surface en disant, écoutez, la manipulation est un peu délicate, il faudrait qu'il y ait un professionnel à côté de chaque acheteur pour lui expliquer comment ça marche. Alors, moi, je trouve que quand même, on est dans une civilisation du numérique. Le nombre de films qu'il y a sur la façon de réaliser ces autotests est C'est des tutos. Oui, il y a tutos. plein de tutos. Je crois qu'il faut pas, on n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'un spécialiste pour vous expliquer comment mettre un surtout, écouvillon. peut-être ça va être difficile au premier, au deuxième, mais il faut être amené à répéter ces tests. D'un autre côté, même si c'est 2 euros, c'est 2 euros à la charge de la personne qui fait le test. Pour le moment, c'est pas pris en charge, hein, les autotests. Pour l'instant, c'est pas pris en charge. Et souvenez-vous des drames qu'avait fait l'affaire des masques. Les masques qui valaient 5 centimes, les gens disaient j'ai pas les moyens de me les payer. Oui, mais Et alors les autotests les autotests, à un moment, ils devraient être pris en charge par l'État, justement parce que plus c'est commandé, plus leur coût baissera. Il faut bien se rendre compte. Hein, quand c'est en plus l'État qui les commande et qui les achète, on va arriver à des prix qui sont extrêmement bas. Et vous vous rendez compte? Un enfant qui a arrêté une semaine, le coût que ça peut avoir, je ne parle pas de... les coûts induits sont monstrueux. Les coûts induits sont monstrueux par rapport à l'arrêt de travail des parents, par rapport à tout ce qu'il y a autour. Bon, non, franchement, 2 autotests par semaine, au moment où on est à une vague extrêmement abrupte, extrêmement rapide, ça paraît pas excessif. Robert Cohen, quel est votre credo quant à la vaccination des enfants? Alors, Il faut attaquer dès 5 ans? il faut attaquer dès 5 ans, mais je ne prendrai pas attaquer le terme, parce que l'urgence aujourd'hui, c'est de vacciner les adultes et la dose de rappel des adultes. Parce que les enfants, on va commencer à les vacciner maintenant, il ne faut pas les obliger. Donc, comme eux, ils sont à leur première dose, puis leur deuxième dose, au mieux, ils seront protégés dans 1 mois et demi. Oui. D'accord ? Au mieux. En sachant que 2 doses avec l'Omicron, c'est pas le facteur de protection. Donc, la priorité pour nous va aux vaccinations de booster de l'adulte. Mais il faut commencer déjà les enfants. Déjà, tous les groupes à risque, il faut vraiment le faire tout de suite. Et je vous assure, il y en a déjà plusieurs centaines de milliers de groupes à risque. Donc, déjà, vous avez un groupe. Ensuite, la cohérence, c'est que toutes les familles qui veulent le faire, il faut le faire tout de suite. Par exemple, si vous voulez voyager aujourd'hui à New York, si vous voulez voyager en Israël, si vous voulez voyager à Singapour, votre enfant doit être vacciné. Donc, et puis, il y a des familles qui sont très inquiètes, il faut le faire. Et puis, il y avait l'incohérence que les enfants de 5e devaient être vaccinés, ils ont 12 ans, 5e en moyenne, et que les 6e qui ont 11 ans n'étaient pas pour des raisons d'autorisation de mise sur le marché, puisque la première étude Pfizer commençait de 12 à 15 ans et la deuxième. Donc, ils sont au collège, il faut les vacciner, et en plus, ils ont la chance d'avoir une dose moindre qui donne moins d'effets indésirables. Donc, déjà, il faut foncer sur ces cibles-là, si j'ose dire. Et après, progressivement, convaincre les autres parents. Pourquoi on a attendu avant de dire ça? Parce qu'on avait besoin de données de tolérance. Et les données de tolérance sont venues de la pharmacovigilance américaine, qui montre qu'avec plus de 2 millions de vaccinés en deuxième dose, la deuxième dose est essentielle pour la tolérance. On n'a pas vu grand-chose, pour ne pas dire on a vu en tout 10 myocardites. Ça donne une incidence de 1 sur 300 000 à peu près, qui est tout à fait raisonnable avec des enfants. Donc vous dites aux parents qui nous écoutent, si vous avez la possibilité, faites vacciner votre enfant. Clairement. Clairement. Ce sera un confort de vie pour vous, pour eux, et même une possibilité de vivre normalement. Une réduction de risque. Une réduction de risque pour eux, peut-être une réduction de risque pour les autres, parce qu'avec 1 ou 2 doses, on sait bien que la protection est modeste, et un espoir de retour à une classe qui fonctionnera encore mieux que ce qui est proposé aujourd'hui. Une nouvelle fois, les Israéliens font office un petit peu de cobaye, me semble-t-il, dans cette affaire de pandémie mondiale, puisque ça a été les premiers à se lancer dans la 4e dose. D'autres vont suivre, nous aussi. Alors, forcément. On va profiter de leur expérience, déjà, oui. Puisque vous vous rappelez qu'ils ont commencé leur dose de rappel au mois de juin. Oui, c'est vrai. Donc, oui. on se retrouve 6-7 mois après. Donc,
vraiment ce qui se passe en Israël d'un côté et ce qui se passe en Angleterre à cause d'Omicron avec des pays qui surveillent très bien l'épidémiologie de leur maladie, va nous donner des arguments. Je ne sais pas aujourd'hui s'il faudra une 4e dose. Peut-être qu'il en faudra une. Pour l'instant, si vous lisez les articles israéliens, ils ne sont pas complètement convaincus. Il y a des discussions, parce qu'ils sont à un niveau qui est encore acceptable. Mais c'est très bien qu'il y a, entre guillemets, des laboratoires pour ces vaccins-là qui, après, permettent de prendre des décisions qui sont un peu plus fondées sur des preuves. Professeur Cohen, ça ne vous a pas échappé, vous avez lu les journaux ces derniers jours. Une polémique a commencé de naître parce que certains hospitaliers disaient, écoutez, vu qu'on est envahi dans les services d'urgence et notamment les services de réanimation d'urgence par des gens non vaccinés, eh ben les non vaccinés, il faudrait envisager de ne plus les soigner, puisqu'ils font le choix de ne pas se vacciner. Peut-on imaginer une chose pareille dans le pays qui a inventé la sécurité sociale? C'est par exemple, on va dire, vous êtes fumeur, je ne soigne plus votre cancer du poumon, oui. votre bronchite chronique, c'est pas possible. Vous avez une surcharge pondérale, vous aviez qu'à moins faire manger, plus attention, faire plus de sport. Non, je crois que tout ça n'est pas possible. Les maladies infectieuses, c'est un peu spécial parce que les maladies infectieuses, c'est individuel, mais c'est aussi collectif. Oui. On peut comprendre que dans le domaine des maladies infectieuses, il y ait plus d'obligations pour le reste. Maintenant qu'on a réduit le tabagisme passif, oui. Si vous fumez, vous faites courir un risque à vous-même, qui est déjà insupportable, je ne dis pas. Mais dans la maladie infectieuse, non seulement vous risquez vous-même, mais vous risquez aussi d'emmener les autres. C'est un peu particulier, mais néanmoins, ce scénario-là me paraît complètement impossible. Vous avez suivi les annonces de M. Castex hier, diverses mesures qui sont plus souples, nettement, que certains pays limitrophes qui ont plus serré la vis. Peut-être que ça viendra chez nous en janvier, mais pour le moment, on en est là, à ce point-là. Donc, je ne les répète pas, puisqu'on les a répétés aux auditeurs depuis ce matin, à 6h du matin. Et il y a eu des commentaires disant que c'était des mesurettes. Il y a certains médecins qui ont dit « c'est des mesurettes, ils ne s'attaquent pas aux vrais problèmes, etc. » Vous les jugez comment, ces annonces ? Un certain nombre d'entre elles ne sont pas des mesurettes et, à mon avis, méritent d'être expliquées. La première, c'est par exemple, si on prend l'exemple des bars, où on peut plus consommer debout, pour être assis. Quand on est assis, on a 4 personnes en face de nous, on est assis. C'est pour éviter la circulation des gens. Voilà. Aussi simple que ça, je veux dire, ça paraît une mesure simple. Quand on dit on allonge le télétravail à 3 jours, c'est beaucoup moins de gens dans les transports en commun, c'est beaucoup moins de gens qui vont aller au travail. Donc tout ça. Interdiction de manger dans les trains et les cinémas. Alors bien, ça. Oui, parce que si on le dit comme ça, les cacahuètes, etc. Je suis d'accord, ça paraît. Mais en fait, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit n'enlevez pas votre masque. Gardez votre masque. Voilà, parce que votre masque vous protège un peu, mais protège beaucoup les autres. C'est-à-dire que avec le masque, les petites particules, les petits aérosols, qui font la transmission de l'Omicron, vous en émettez beaucoup moins. Et tout de même, vous, en tant que citoyen et médecin, ça vous choque pas que les meetings politiques ne soient pas du tout concernés par les affaires de jauge et de passe? Vous voulez aller à un concert, il faut la jauge, le passe, le truc, et dans un meeting politique, non. Mais ça, je crois que c'est le Conseil constitutionnel qui bloque sur ça. Et donc, c'est des questions juridiques. Pour moi, le risque, il est le même. Que vous soyez dans un lieu de culte. Alors, M. Darmanin a dit, je vais faire une commission pour étudier la question. Bon, c'est ce que ça veut dire. Un lieu de culte ou un meeting politique, ce qui compte, c'est le nombre de personnes. Oui. Si en plus, ils chantent, si en plus, ils crient, en plus, oui. Donc on émet encore plus de particules. Bon, mais maintenant, après, on est obligé de respecter les décisions du Conseil constitutionnel. Absolument. Juste un dernier mot. Quel est votre sentiment à moyen terme? Est-ce que vous voyez une fin à ce truc-là, à la pandémie? Je suis optimiste. Je suis optimiste parce que l'expérience que va nous donner Omicron, c'est de montrer qu'au fur et à mesure des vagues successives et des programmes de vaccination, on peut assister à des maladies de moins en moins graves. Il y aura toujours des coronavirus de cette famille-là qui circuleront, mais avec probablement beaucoup moins de conséquences pour la population. Vous attrapez tous les ans 1 ou 2 rhumes en septembre-octobre. Ce sont des rhinovirus qui se sont adaptés à l'homme, pour lequel vous avez une immunité relative. Il vous reste... Mais l'évolution peut se faire par là. C'est ça qui rend optimiste. Mais
Je dois dire que certains jours, c'est difficile d'être optimiste. Pour le moins, oui. Merci beaucoup, professeur Robert Cohen, donc pédiatre infectiologue à l'hôpital de Créteil, invité de la matinale de LCI. Ce mardi 28 décembre, je vous souhaite une excellente fin d'année. Moi aussi. Professeur Cohen, et merci d'avoir fait le déplacement chez nous.